Bonjour, je suis Anouine, médecin hématologue en charge du service de greffe à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Je remercie le conseil scientifique de la SFGMTC de m'avoir invité à participer à cette journée scientifique sur l'optimisation des stratégies d'allogreffe dans les leucémies aiguës et plus particulièrement sur les stratégies post-greffe dans les LAM et les myélodysplasies. Mes conflits d'intérêt. Comme vous le savez, la principale cause d'échec et de décès post-allogreffe reste la rechute de la maladie initiale, avec aux alentours de 50% de décès liés à la rechute dans les 3 ans post-allogreffe, comme vous le voyez sur ces données du CIBMTR paru en 2018. Ainsi, il faut optimiser les stratégies de greffe dans ces pathologies, LAM et MDS. Et comment les optimiser et améliorer les résultats? L'allogreffe est une plateforme d'immunothérapie avec des séquences pré-, péri- et post-greffe où l'on peut intervenir. C'est d'ailleurs en cela que nos études et nos comparaisons sont difficiles à mener, car il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut intervenir et qui peuvent être modifiés. Mon intervention aujourd'hui porte donc sur le post-greffe, plus particulièrement sur la maintenance, et je parlerai d'une maintenance essentiellement pharmacologique, et j'aborderai un peu la maintenance à partir de la thérapie cellulaire. Et je parlerai aussi exclusivement de la prophylaxie, c'est-à-dire du maintien de la rémission complète post-allogreffe. On débute avec les stratégies d'intervention médicamenteuse. J'aborderai tout d'abord les agents déméthylants et plus spécifiquement l'azacitidine, puis les inhibiteurs de FLT3 et autres thérapies ciblées. Donc l'azacitidine. L'azacitidine a un mécanisme d'action par modification épigénétique et semble également induire un effet graft versus leucémie, ou GVL, en augmentant l'expression des gènes des tumeurs. Il y a de nombreux essais prospectifs qui sont menés avec l'azacitidine en prophylaxie dans les LAM, les myélodysplasies. Et j'ai choisi quelques études que je vous montre là. Les questions principales que l'on retrouve dans ces différentes études sont le timing d'utilisation post-allogreffe, la dose d'azacitidine utilisée et la durée du traitement de maintenance. Donc ce premier essai que j'ai choisi a été présenté à l'ASH en 2018. C'est un essai randomisé, azacitidine versus placebo. 187 patients porteurs de LAM ou de myélodysplasie en rémission complète post-allogreffe ont été inclus et ont reçu et devaient recevoir de l'azacitidine à 32 mg par mètre carré par jour de J1 à J5, 12 cycles, avec un début du traitement de maintenance entre J42 et J100. Cet essai a été stoppé de façon prématurée avant d'avoir recruté tous les patients qu'il devait, après 8 ans d'études, en raison des difficultés de recrutement et essentiellement en raison de l'arrêt de la maintenance par 75% des patients. Et cet arrêt de maintenance était dû à 50% en raison de rechute ou de décès, 25% en raison d'une toxicité hématologique et 25% en raison de difficultés de compliance ou de logistique. Ainsi, la médiane des cycles reçus dans cette étude par les patients est de 4 cycles d'azacitidine reçus avec une variabilité de 1 à 12. Quand on stratifie par nombre de cycles d'azacitidine reçus par les patients, on voit qu'il existe une tendance en faveur d'une meilleure RFS dans le bras azacitidine par rapport au bras placebo, avec une médiane de RFS à 2 ans dans le bras azacitidine versus un peu plus d'1 an dans le bras placebo. La deuxième étude que j'ai choisi de vous montrer avec l'azacitidine est celle qui a été publiée par Thierry Guillaume en 2019 dans Bone Marrow Transplantation. C'est une étude multicentrique française, prospective de phase 2,
qui évaluait l'utilisation de l'azacitidine en prophylaxie en maintenance, débutée à 2 mois post-allogreffe, avec une dose escaladée de DLI, 3 DLI prophylactiques à dose croissante. Donc les patients devaient recevoir 12 cycles d'azacitidine à 32 mg par mètre carré de J1 J5 toutes les 4 semaines et ces 3 DLI à dose escaladée. 60 patients ont été screenés, 30 patients ont été inclus, porteurs 20 LAM et 10 myélodysplasie de haut risque. En médiane, les patients ont reçu 5 cycles d'azacitidine sur les 12 prévus. 33% des patients ont reçu les 12 cycles prévus et 17 patients ont reçu des DLI, 5 en ont reçu une, 2 en ont reçu 2 et 8 patients ont reçu 3 DLI. L'incidence cumulée de GVH aigu est de 32% avec des grades de 1 à 3. L'incidence cumulée de GVH chronique est de 53%. L'incidence cumulée de rechute est de 30% et la survie globale à 3 ans est de 60%, donc un résultat plutôt satisfaisant en faveur de cette prophylaxie associant azacitidine à dose modérée et des DLI à dose croissante. La troisième étude avec les agents déméthylants, c'est cette étude avec le CC486, qui est un agent hypométhylant oral dérivé de l'azacitidine qui se différencie des autres agents déméthylants par des caractéristiques PKPD différentes qui permettent d'obtenir une déméthylation plus prolongée. Donc c'est une étude multicentrique dans laquelle 30 patients ont été inclus, 26 LAM, 4 MDS, pour recevoir 12 cycles de CC486. Les cycles sont de cycles de 28 jours et 7 patients ont reçu 7 jours de CC486 et 23 patients 14 jours par cycle de 28 jours. Les principaux effets indésirables sont essentiellement des effets indésirables hématologiques et digestifs tolérables. La médiane des cycles reçus de CC486 est de 9, allant de 1 à 12. 43% des patients ont reçu les 12 cycles de CC486. 20% ont arrêté la maintenance pour rechute, 17% en raison de non-compliance, 7% ont arrêté le traitement en raison d'une GVH. Le taux de rechute à 1 an est de 21% et comme vous le voyez, la médiane de la survie globale n'a pas été atteinte. Donc la dose recommandée de CC486 est de 200 mg par jour pendant 14 jours, tous les 28 jours, pendant 1 an. C'est une étude qui était intéressante. Donc, en ce qui concerne la maintenance post-allogreffe par azacitidine, on observe donc que la tolérance est acceptable. La faisabilité de la maintenance prolongée est souvent limitée en raison de la toxicité hématologique, d'une incidence significative de GVH, de difficultés de compliance et de logistique, qui diminuent avec évidemment la prise par voie orale, mais également la faisabilité et l'arrêt est dû aussi au taux de rechute. Donc on peut choisir azacitidine et PDLI, ça peut être proposé en post-allogreffe, mais à un groupe de patients plutôt sélectionné. Et l'essai avec le CC486 est intéressant, mais il est nécessaire de le préciser dans le cadre d'essais. On passe maintenant aux inhibiteurs de FLT3 en maintenance post-allogreffe. Rapide rappel sur les inhibiteurs de FLT3, deux types. Type 1, comme la midostaurin, le crénolanib et le gilteritinib qui sont actifs sur les formes actives et inactives du récepteur des FLT3, et les types 2 avec le sorafenib et le quizartinib actifs uniquement sur la forme inactive du récepteur. L'étude RADIUS est une étude randomisée de phase 2 de maintenance post-allogreffe comparant la midostaurin avec le standard of care. C'est une étude qui est parue en 2019 dans BBMT. 60 patients ont été inclus avec une LAM FLT3-ITD positive en première rémission complète post-allogreffe, des patients qui avaient une allogreffe myéloablative,
une randomisation 1 pour 1 midostaurin versus standard of care, débutée entre J28 et J60 postalogreffe à la posologie de 50 mg 2 fois par jour pour 12 cycles de 28 jours, donc 1 an de maintenance. Les principaux effets secondaires sont des effets secondaires d'ordre digestif étaient tolérables avec des grades 1 à 2 en majorité. Comme vous le voyez, à 18 mois, la RFS avec la midostaurin est de 89% versus une RFS dans le bras standard of care à 75% avec un petit p à 0,27. Et donc une réduction relative du risque de rechute de 46%, donc un essai qui était positif en faveur de la midostaurin en maintenance postalogreffe dans les LAM effectués en rémission complète. La deuxième étude, c'est l'étude SORMEN. C'est une étude randomisée de phase 2 de maintenance postalogreffe par le sorafenib versus placebo. Donc, cette étude vient d'être publiée par Burchert dans le JCO en 2020. 83 patients porteurs d'une LAM FLT3 ITD mutée étaient inclus en rémission complète postalogreffe avec des conditionnements soit myéloablatifs, soit d'intensité réduite. C'est une randomisation 1 pour 1, le sorafenib versus placebo, débuté entre J60 et J100. Le sorafenib était pris à la posologie de 200 mg 2 fois par jour, puis 400 mg 2 fois par jour pour 2 ans de maintenance. Avec un follow-up médian de 42 mois, la RFS à 2 ans dans le bras sorafenib est de 85% versus 53% dans le bras placebo, avec un P à 0,002. Et ceux qui bénéficient le plus de la maintenance par sorafenib et de la prophylaxie de la rechute sont les patients qui étaient avec une MRD négative en pré-greffe et ceux qui avaient une MRD positive en post-greffe, comme vous le voyez sur ces deux courbes de l'article. Le BMT, cette année, en 2020, a émis des recommandations d'utilisation des inhibiteurs d'FLT3 en maintenance post-allogreffe pour les LAM FLT3 mutés, donc avec l'utilisation, une recommandation d'utilisation des inhibiteurs d'FLT3 pour ces patients en dehors de l'existence d'une GBH active aiguë et d'infection, avec une recommandation essentiellement sur le sorafenib, mais également sur la midostaurin qui peut être utilisée aujourd'hui, même si elle n'a pas l'AMM. Ce traitement de maintenance doit être débuté le plus tôt possible après l'allogreffe et pour au minimum 2 ans est-il recommandé dans ces recommandations parues cette année. Les autres essais de maintenance post-allogreffe avec les thérapies ciblées, un focus sur le gilteritinib dans l'étude MORPHO, qui est une étude randomisée gilteritinib versus placebo. 346 patients porteurs d'une LAM-RC1 sont randomisés entre le bras gilteritinib à 120 mg par jour pendant 2 ans. Cette étude rencontre de grandes difficultés de recrutement, ce d'autant que l'étude SORMEN est parue et qu'il est donc difficile éthiquement de ne pas donner un inhibiteur de FLT3 à nos patients LAM FLT3 mutés en rémission complète post-allogreffe pour participer à cette étude. Donc elle a des difficultés de recrutement et certains centres sont en train d'être fermés, mais on aura quand même des résultats sur l'utilisation d'un inhibiteur d'FLT3 puissant et la prévention de la rechute dans un contexte de rémission complète avec des tests MRD validés et sensibles dans le cadre de cette étude. Et donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, des études avec le crénolanib, avec également l'APR246, qui est un inhibiteur de TP53, qui est actuellement étudié en association avec l'azacitidine en maintenance post-allogreffe dans le cadre des LAM et des myélodysplasies. C'est une phase 2, 31 patients doivent être inclus avec un endpoint à l'ARFS à 1 an. Les autres essais de maintenance post-allogreffe
dans le cas des LAM et des myélodysplasies avec thérapie ciblée sont l'utilisation des anti-IDH1, IDH2, ivosidenib et énasidénib en maintenance post-allogreffe, comme vous le voyez sur ce tableau, avec des études de phase 1, mais essentiellement une étude de phase 3 qui est en cours et qui sera évidemment très attendue. Donc l'utilisation d'une thérapie ciblée post-allogreffe est restreinte aux patients qui sont porteurs de cette mutation. Quels résultats post-allogreffe chez les patients qui vont maintenant avoir bénéficié de cette thérapie ciblée en pré-greffe? C'est une question essentielle. Quelle est la durée optimale de la maintenance? Ça reste une question importante. Il n'y a pas d'AMM pour l'instant sur les inhibiteurs de FLT3 dans le cadre de la maintenance, mais nous avons maintenant des recommandations fortes d'utiliser cette maintenance avec les inhibiteurs d'FLT3 post-allogreffe. Quelle est la place des thérapies cellulaires en maintenance post-allogreffe? Donc là, je serai assez rapide. La littérature est abondante. Je vous parlerai essentiellement des DLI prophylactiques non manipulés. Comme vous le voyez, de nombreux types cellulaires manipulés ou non, issus du receveur ou bien du donneur, peuvent être utilisés, comme les monocytes, les cellules dendritiques pour préfabriquer des vaccins, comme les cellules NK, comme les lymphocytes, dont les DLI, les CTL, les CAR-T, et toutes ces cellules peuvent être aujourd'hui utilisées. Je vous présente également une revue qui est parue cette année dans le Journal of Clinical Medicine en 2020 par Greiner, intéressante sur ces DLI manipulés, qui peuvent être virus spécifiques, antigènes spécifiques, je n'en parlerai pas, et les DLI non manipulés qui peuvent être utilisés à différentes phases en post-allogreffe. Et comme je vous l'ai dit, je me focus sur les DLI prophylactiques non manipulés avec deux études essentielles que je vous présente pour montrer l'efficacité et la tolérance de ces DLI. L'étude de Jedlikovka parue dans BMT en 2016 et celle de Schmidt parue en 2019 dans le British Journal of Hematology. Ces deux études sont des études rétrospectives. Elles étaient comparatives, elles étaient matchées pour l'étude de Jedlikova et elles étaient matchées également pour l'étude de Schmidt avec des DLI en prophylactique chez des patients en rémission complète post-allogreffe. Sur ces deux figures, vous pouvez voir qu'il existe un avantage significatif au PDLI versus les patients qui ne recevaient pas de DLI prophylactique dans des études, je le rappelle, rétrospectives. La nécessité d'une étude prospective, et cette étude est en train de démarrer à Marseille. Je remercie René Duvillier de m'avoir prêté sa diapositive. Donc, cet essai randomisé débute. C'est un essai randomisé multicentrique d'utilisation des PDLI en post-allogreffe chez des patients porteurs de LAM en rémission complète. 124 patients sont prévus pour être randomisés à J60 entre un bras observationnel et 3 DLI prophylactiques à dose escaladée. Donc cette étude débute. Je ne parlerai pas des DLI manipulés en prophylaxie, ni des cellules NK, mais là aussi une littérature assez abondante et des choses très intéressantes, en particulier dans les allogreffes haploïdentiques. Donc de nombreuses études et techniques de DLI, des résultats hétérogènes, l'efficacité est démontrée, en particulier dans le sous-groupe des LAM de haut risque. Le risque principal, la réaction du greffon contre l'autre, mais on observe une NRM basse. Un essai randomisé débute, c'est l'essai marseillais, Elite LAM, et la place et l'intérêt des cellules manipulées en prophylaxie post-allogreffe est à étudier. Je finis par cette figure de Robert Soiffier, paru dans Blood Advance cette année, qui résume parfaitement les difficultés et les obstacles à la maintenance post-allogreffe dans la perspective de la prophylaxie de la rechute post-allogreffe. On a peu d'essais randomisés, donc peu de data contrôlée. Le problème de la maintenance, c'est un problème également de toxicité et de tolérance de cette maintenance.
quand débuter, quand l'arrêter, la durée de cette maintenance, pour qui, quel patient, quelle maladie, tous, certains, ceux qui ont une MRD positive pré-greffe ou plutôt post-greffe, quelles sont les interactions entre les drogues et les cellules quand on utilise une maintenance cellulaire, et puis aussi, bien sûr, quel est le coût de cette maintenance. Voilà, on a beaucoup de travail et je vous remercie pour votre attention.